Dans la scène d'ouverture, Tanissu rentre chez lui du dépanneur, un sac de course à la main, accompagné de son frère Snow, qui est sous forme de chien. Il ne peut s'empêcher de sourire, voyant à quel point Snow gère bien sa transformation en chien et s'intègre parfaitement, comme un vrai champion. Quand ils arrivent à la maison, l'endroit est tout sombre et désert. Tanissu appelle pour voir s'il y a quelqu'un, mais personne ne répond. Il est un peu effrayé et manque de laisser tomber un fruit, mais Snow le sauve en l'aidant à le remettre dans le sac avec une agilité surprenante. Il se dirige vers le salon, appelant pour vérifier si quelqu'un est là, espérant ainsi éviter toute mauvaise surprise, comme un cambrioleur. Soudain, de nulle part, Izuri surgit derrière Tanissu, le terrifiant avec ses pattes d'araignée qui pendent dans son dos. Il attend qu'elle apparaisse avant de lui parler. Quand elle se montre enfin, elle lui demande ce qu'il a mangé pour le dîner. Tanissu répond qu'il a pris des légumes, mais Izuri, elle, ne jure que par la viande. Ignorant les plaintes de sa sœur, il vérifie Suichi et Isisu, qui sont occupés à leurs propres activités, chacune dans son coin. Une fois qu'il s'est assuré que tout le monde va bien, il se dirige vers la cuisine pour préparer le dîner pour toute la famille. Pendant qu'il cuisine, il réfléchit à sa vie et à tous les pouvoirs que ses frères et sœurs ont obtenus grâce à leur modification génétique. Tanissu est plutôt normal, mais Izuri possède une agilité animale et ses membres d'araignée assez effrayants. Snow peut passer de la forme de chien à celle d'humain quand il le souhaite. Ashisu est la fille plante. Ses parents l'ont modifiée pour qu'elle soit comme une terre fertile pour les plantes et les champignons. Tout ce dont elle a besoin, c'est de soleil et d'eau. Et puis il y a Suichi, la plus silencieuse de tous. Elle peut lire dans les pensées, c'est pourquoi elle reste souvent seule. Après avoir eu une dépression nerveuse, elle s'est isolée pour éviter d'être submergée par trop de pensées simultanément. Autrefois, les parents de Tanissu engageaient des tuteurs pour lui enseigner diverses choses. Il restait assis là, impuissant, les regardant mener des expériences folles sur ses frères et sœurs. Revenant brusquement au présent, Tanissu aperçoit un insecte sur le mur de la cuisine et panique, sachant très bien ce qui est sur le point de se produire. Avant même qu'il ne puisse réagir, Izuri devient folle, saccage la cuisine et gâche toutes les provisions qu'il avait achetées. Ashisu entre tranquillement et jette toute sa nourriture à la poubelle. Se sentant abattu, Tanissu commence à s'inquiéter pour ses frères et sœurs et leur comportement. Il suggère qu'ils sortent dîner et Izuri s'anime, demandant s'ils vont manger des insectes. Tanissu lui dit rapidement de se calmer et qu'ils vont juste prendre de la nourriture normale. Tout le monde le rejette, laissant le pauvre Tanissu bouder toute la journée, seul et déçu. Il se retire dans sa chambre, éteint les nouvelles à la télévision et fait une sieste. À son réveil, ses frères et sœurs changent d'avis et décident d'aller dans un restaurant en plein air avec Tanissu, sous une jolie tonnelle. Une fois arrivé, Tanissu montre à ses frères et sœurs comment laver leur tasse et se servir leur propre thé, avec soin. Avec un grand sourire sur le visage, Tanissu leur dit de commander tout ce qu'ils veulent du menu. Izuri le voit sourire et lui demande ce qui se passe. Tanissu répond qu'il est juste heureux qu'ils puissent enfin sortir et être normaux, pour une fois comme tout le monde. Izuri n'est pas vraiment impressionnée, mais elle reste silencieuse. Quelques minutes plus tard, le serveur apporte leur plat et Snow se transforme instantanément en chien, mangeant comme une véritable bête sauvage. La serveuse prend Snow et le pose, lui donnant quelques raviolis à grignoter. Avec un sourire, Izuri joue avec sa nourriture tandis que les autres ne semblent pas vraiment se soucier de la leur. Tanissu observe ses frères et sœurs dévorer leur repas et mettre la table en désordre sans la moindre hésitation. Il entend des gens les fixer du regard et faire des commentaires sarcastiques, à voix basse. Après un moment, il en a assez et réprimande ses frères et sœurs pour leur comportement. Izuri l'empêche de s'emporter trop et lui demande pourquoi il tient tant à ce qu'ils agissent normalement. Tanissu partage timidement qu'il a rencontré un type sympa une fois et admet qu'il peut être un peu égoïste, mais il veut juste profiter de bons moments avec ses frères et sœurs. C'est tout ce qu'il désire. En entendant cela, Snow et Ashisu se reprennent et mangent comme des gens normaux, pour le bien de Tanissu. Izuri finit par se mettre à table après quelques encouragements, et ils découvrent tous à quel point la nourriture est délicieuse. Tanissu reste calme et espère que tout se passera bien cette fois-ci, sans incident. Heureusement, ses frères et sœurs semblent désireux d'apprendre et Tanissu leur enseigne comment utiliser les fourchettes. Après environ 1 heure passée à manger dehors, Tanissu et ses frères et sœurs se préparent à rentrer chez eux. Au moment où ils sortent du restaurant, Tanissu jette un dernier regard à ses frères et sœurs et se remémore tous les moments difficiles qu'ils ont traversés ensemble. Ses frères et sœurs le remarquent les larmes aux yeux et lui demandent ce qui ne va pas. Tanissu leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui et qu'il ira bien. Sur ce, il poursuit le chemin du retour avec ses frères et sœurs, terminant la journée sur une note joyeuse et pleine d'espoir. Il y a quelques années, quand Tanissu était bien plus jeune, ses parents avaient engagé une tutrice pour l'aider avec des matières difficiles comme les mathématiques complexes, le calcul et d'autres sujets scientifiques. Malheureusement pour l'enseignante, elle s'est sentie assez embarrassée car Tanissu résolvait tous les problèmes qu'elle lui donnait et lui montrait qu'il n'avait pas vraiment besoin de son aide, ce qui était un peu vexant. Après avoir donné une leçon à la professeure de mathématiques un jour, Tanissu entendit ses frères et sœurs jouer dehors et demanda à son père pourquoi il n'étudiait pas. Son père expliqua que ses frères et sœurs avaient leur propre pouvoir et n'avaient pas besoin de compter sur leur cerveau, puisque leur capacité fonctionnait déjà pour eux de manière très efficace. Peu après, la mère de Tanissu est venue et lui a demandé ce qu'il voulait pour le dîner. Il lui a demandé de préparer du pudding au lait et elle s'y est mise aussitôt. Tanissu a également demandé du pudding pour ses frères et sœurs, mais son père lui a dit de ne pas s'en soucier car il ne voulait pas altérer les données pour des raisons scientifiques. Avançons rapidement jusqu'à maintenant. Izuri se dispute avec Tanissu pendant que les autres restent assis, observant en silence. Tanissu reprochait à Izuri d'être sortie sans lui demander la permission. Mais Izuri essayait de lui faire comprendre qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait en toute autonomie. Tanissu la menaça poliment en posant l'un de leurs étranges médicaments sur la table, disant qu'il la forcerait à le prendre si elle n'écoutait pas. Il estimait mériter un certain respect, car c'était lui qui faisait tout le gros du travail à la maison et qui essayait de maintenir la famille unie malgré les difficultés. Les autres réfléchirent à ce que Tanissu avait dit et furent d'accord avec lui, ne laissant à Izuri d'autre choix que de suivre ses ordres.
Cependant, elle lui fit promettre de gérer les affaires de la maison sans avoir besoin de l'aide de personne, et Tanissu l'assura qu'il s'en occuperait avec diligence. Sur ce, il enfila sa salopette et sortit pour aller chercher quelque chose. Il arriva au supermarché et s'arrêta devant pour regarder quelques friandises. Comme il était fauché, il ne put rien acheter. Pendant ce temps, une petite fille de son âge reçut une collation gratuite de la caissière après avoir fait quelques achats, ce qui était une belle surprise. Elle remarqua Tanissu fixant les friandises et s'approcha de lui. Elle se présenta et lui offrit la collation gratuite. Tanissu refusa d'abord, mais ensuite il prit une cuillère et la savoura pleinement. La petite fille lui tendit le reste de la collation et continua son chemin, avec un sourire. Tanissu commence son long chemin de retour à la maison, rêvassant de se perdre en chemin. Quand il revient à la réalité, il réalise qu'il a un terrible sens de l'orientation et pourrait facilement s'égarer. Il pense à appeler ses frères et sœurs mais décide de ne pas le faire, ne voulant pas qu'ils viennent à son secours pour le sauver. Alors, il continue de marcher et se retrouve soudainement face à face avec un coyote. Tanissu s'enfuit aussi vite qu'il le peut, sprintant jusqu'à se perdre dans les bois. Environ 1 heure plus tard, ses frères et sœurs commencent à s'inquiéter pour leur plus jeune frère. Alors il quitte la maison et se précipite dans la forêt pour le chercher. Avec anxiété, pendant ce temps, Tanissu erre dans les bois denses, se demandant si ses frères et sœurs sont déjà partis à sa recherche. À une courte distance de là, Snow et Ashisu se retrouvent dans une impasse, face à une meute de coyotes, prêts à attaquer. Ashisu raidit sa jambe comme un tronc d'arbre et laisse l'un des coyotes la mordre à cet endroit. Malheureusement pour le coyote, toutes ses dents tombent et il s'enfuit en hurlant avec ses compagnons. Les autres frères et sœurs, Suichi et Aisuri, arrivent et prennent le relais de la recherche. Avec détermination, Suichi utilise ses capacités de lecture de pensée pour localiser Tanissu et découvre qu'il se trouve au fond d'une falaise. Pour le secourir, Aizuri, qui est un peu sauvage et intrépide, doit descendre et retrouver son petit frère. Coûte que coûte, Aizuri accepte le défi avec enthousiasme et navigue habilement à travers les arbres pour atteindre la base de la falaise. Là, elle aperçoit Tanissu l'air abattu et l'appelle. Elle perd presque son sang-froid mais parvient à le réprimander à sa manière. Avec une certaine tendresse, Tanissu, fou de joie de revoir sa sœur, fond en larmes et la serre fort dans ses bras. Izuri le porte hors de la forêt et le ramène auprès du reste de la famille. Cette nuit-là, tout le monde rentre à la maison et Tanissu remercie Izuri de l'avoir sauvé. Avec tant de courage, Izuri rougit un peu et demande ce que Tanissu avait prévu pour le dîner. Il leur dit d'oublier le dîner et de jeter un œil aux fournitures d'improvisation qu'il a achetées pour eux au marché. Une fois rentré, il accroche un sac original sur le dos d'Izuri et y range ses pattes d'araignée avec ingéniosité. Maintenant, elle peut marcher comme une personne normale sans être jugée. Il trouve également du matériel d'improvisation pour Ashisu afin de l'aider à dissimuler son corps de plante lorsqu'elle sort se promener. Les deux sœurs remercient chaleureusement leur jeune frère attentionné de les avoir aidés, puis reprennent le cours de leur journée avec un sentiment de gratitude. Le lendemain, Tanissu contacte l'une de ses anciennes tutrices après avoir fouillé dans ses vieilles notes et retrouvé son numéro de téléphone. Après l'appel, il annonce à ses frères et sœurs qu'il la rencontrera sur le continent le jour suivant. Ashisu veut s'assurer que cette tutrice est fiable, mais Tanissu lui dit de ne pas trop s'en faire car il a confiance. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un pour les aider à sortir de leur situation actuelle, comme un véritable tuteur ou une personne responsable. Après quelques grognements, ils acceptent tous le plan de Tanissu. Maintenant, ils sont confrontés à la question suivante. Qui accompagnera Tanissu sur le continent demain pour cette rencontre importante? Après avoir examiné quelques options, Suichi surprend tout le monde en se portant volontaire pour l'accompagner, même si elle n'est pas du genre à sortir, surtout dans les endroits bondés. Le lendemain arrive et Suichi rejoint Tanissu pour son rendez-vous avec une certaine appréhension. Pendant qu'ils sont en chemin, Tanissu aperçoit un homme et appelle à l'aide, mais l'homme l'ignore simplement et continue de marcher. Ensuite, une femme plus âgée apparaît, essayant de jouer sur la gentillesse de Tanissu en lui demandant de l'argent pour prendre un taxi. Avec une ruse évidente, Tanissu manque de tomber dans le panneau, mais Suichi voit clair dans son jeu et sait ce qu'elle manigance. Avant que Tanissu ne puisse donner de l'argent, Suichi lui attrape la main et le conduit à leur destination. Il marche un peu jusqu'à ce qu'il soit fatigué et décide de faire une pause. Tanissu passe au plan B et demande aux gens s'ils savent comment se rendre chez Monsieur Hakun où la réunion est censée avoir lieu. Juste après qu'il ait posé la question, Suichi ferme les yeux et commence à lire dans les pensées de tout le monde, cherchant des indications, avec une concentration intense. Heureusement, son plan fonctionne, et elle trouve la solution. Une fois qu'elle a terminé, elle attrape Tanissu et l'emmène à la station de métro pour prendre un train vers les montagnes. Pendant le trajet en train, un voleur tente de subtiliser le portefeuille de Tanissu de sa poche gauche, mais Suichi le prend sur le fait et avertit Tanissu de garder son portefeuille près de lui, en sécurité. Tanissu la remercie encore une fois alors qu'ils continuent leur voyage. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à destination et trouvent le contact qui les attend. Quand la tutrice voit Tanissu, son ancien élève, elle s'approche avec un sourire et lui demande pourquoi il l'a contacté. Avec une certaine curiosité, Tanissu explique que lui et ses frères et sœurs sont dans une situation un peu délicate. Quand elle demande ce qui s'est passé, Tanissu est trop timide pour expliquer. Pour détendre l'atmosphère, la tutrice suggère de discuter autour d'un déjeuner. Tanissu et Suichi acceptent et suivent la dame dans un café voisin pour des pains perdus et un café glacé, un repas simple et réconfortant. Tanissu se jette sur son déjeuner avec enthousiasme et remercie la dame de les avoir invités. Pendant qu'il mange, la dame remarque Suichi la fixant du regard et demande à Tanissu qui elle est. Il présente Suichi comme sa sœur silencieuse qui déteste parfois être dehors, préférant la tranquillité. La dame demande si leur rencontre la concernait, mais Tanissu répond que non. Elle le presse d'expliquer pourquoi il l'a contacté, et Tanissu se lance alors dans son récit émouvant. Finalement, il lui demande de les aider à prendre soin d'eux et à maintenir l'ordre dans leur vie, avec bienveillance. À ce moment-là, la femme prend un air sérieux et dit directement à Tanissu qu'elle ne peut pas l'aider. Quand on lui demande pourquoi, elle rappelle à Tanissu l'humiliation qu'elle a subie en lui donnant des cours quand il était plus jeune, une période difficile pour elle.
Étant un enfant prodige, Tanissu pouvait résoudre des problèmes de mathématiques avec lesquels même elle avait du mal. La nouvelle s'est répandue, et les gens ont commencé à se moquer d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à enseigner à un enfant de 8 ans. Cela a ruiné sa réputation et l'a rabaissée, la faisant douter de ses compétences. Soudain, elle perd les pédales et traite Tanissu d'expérience humaine. Pire encore, elle lui dit d'aller voir le gouvernement pour qu'il puisse le transformer en cobaye. Suishi, ne pouvant plus supporter cela, attrape la main de son frère et se prépare à le faire sortir du café avec une détermination farouche. En partant, elle se tourne vers la tutrice et lui révèle tous ses secrets droit dans les yeux. Ensuite, elle lui lance un dernier avertissement de ne faire de mal à aucun d'eux, sinon elle aurait de sérieux problèmes. Une fois qu'elle a fini, elle ramène Tanissu au port et monte à bord du ferry avec lui, sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, Tanissu traverse une crise existentielle et demande à sa sœur ce qu'elle pense de lui. Elle le rassure en lui disant qu'elle a une haute opinion de lui et ne le verrait jamais comme une expérience scientifique. Quand ils reviennent à leur rivage, Sumire apparaît et se présente à nouveau à Tanissu avec un sourire amical. Tanissu, sur le point de lui dire son vrai nom, repense à sa rencontre avec la tutrice aimant, disant que son nom est Kanissu. Sumire écrit son numéro sur un morceau de papier et le tend à Tanissu, lui disant de l'appeler chaque fois qu'il aurait besoin d'aide pour n'importe quel problème. Tanissu prend le numéro et se tourne vers sa sœur pour confirmer que les intentions de Tsumerai sont bonnes. Quand ils découvrent qu'elles le sont, ils font en larmes et pleurent comme un bébé alors qu'ils rentrent chez eux. Un petit retour en arrière montre ce qui s'est passé la nuit où le gouvernement a trouvé les parents de Tanissu sur l'île où ils s'étaient enfuis, une nuit mémorable. Au lieu de paniquer à l'idée d'être attrapés, les parents de Tanissu se sont calmement approchés de leurs enfants et leur ont donné des pilules pour les rendre humains pendant un court moment, le temps de leur évasion. Pour eux, aller en prison pendant quelques années n'était qu'une petite période de vacances, une parenthèse. Le père de Tanissu l'a nommé gérant de la maison pendant leur absence et lui a dit où trouver les données qu'il avait stockées à l'endroit habituel. Il a également donné à Tanissu le mot de passe pour y accéder et lui a laissé le reste de leur recherche à terminer. Avec une grande confiance, après cela, les parents de Tanissu l'ont laissé, lui et ses frères et sœurs, dans le laboratoire et sont allés se rendre aux autorités. Quelques instants plus tard, le laboratoire a explosé et les frères et sœurs de Tanissu ont réussi à se mettre en sécurité, ainsi que Tanissu de l'autre côté du rivage, échappant au danger. Ayant perdu leurs parents et étant fondamentalement livrés à eux-mêmes, la police les a trouvés sur la plage et les a confiés au service de protection de l'enfance. Les effets des pilules s'estompant, Tanissu savait qu'il devait leur trouver un abri avant que le gouvernement ne découvre qu'ils avaient été utilisés comme cobayes dans des expériences, ce qui était une menace constante. Heureusement, avant que les effets ne disparaissent complètement, la police leur a trouvé une nouvelle maison et les y a installés. Cependant, une fois les effets estompés, les effets secondaires se sont manifestés. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Tanissu écrit dans son journal quand il le referme brusquement, attrape le sac de pilules et regarde ses frères et sœurs avant de reprendre le sac, avec une expression grave. Il suggère de jeter les drogues pour qu'il ne les utilise plus jamais, mais juste au moment où il s'apprête à le faire, Snow se réveille et lui dit qu'il a entendu quelque chose en bas. Il exhorte Tanissu à aller vérifier pour s'assurer que rien de grave ne se produise et que tout est en ordre. À ce moment-là, les autres frères et sœurs, qui ont également entendu les bruits, se réveillent et suivent Snow et Tanissu en bas. Quand ils arrivent, Tanissu découvre que le téléphone sonne. Il le décroche et répond avec une certaine appréhension. À l'autre bout du fil se trouve le propriétaire, qui dit à Tanissu qu'il passera lui rendre visite le lendemain. D'après ce que Tanissu a pu comprendre, le propriétaire semblait être un type plutôt normal au téléphone. Sans aucune mauvaise intention, ce qui était rassurant, Tanissu jette un nouveau coup d'œil à ses frères et sœurs et s'inquiète de ce qui pourrait arriver si le propriétaire les trouvait dans cet état. Alors, il suggère qu'ils retournent au laboratoire sur l'autre île très tôt le lendemain matin pour chercher plus de médicaments et de données de recherche, avant qu'il ne soit trop tard. Presque immédiatement, Izuri et Ashisu s'enthousiasment et commencent à faire leurs valises pour leur retour à la maison. Malheureusement, Tanissu leur dit que ce n'est pas nécessaire, car ils ne rentrent pas pour une réunion de famille, mais pour une mission bien plus sérieuse. Au lieu de cela, il sort la drogue redoutée et leur dit qu'ils vont y retourner pour en chercher davantage. En voyant les pilules, Izuri et Ashisu reculent, terrifiés par cette horrible drogue. Tanissu cependant leur promet qu'il veut consacrer sa vie à la recherche de ce médicament afin de trouver comment éliminer les effets secondaires désagréables et le rendre sûr pour eux la prochaine fois. Avec une grande détermination, Izuri et Ashisu sont vraiment contrariés et commencent à crier à Tanissu d'arrêter d'essayer de leur faire prendre une drogue aussi horrible. Quand les choses deviennent trop incontrôlables, Snow intervient et rappelle aux filles la fête qu'elles ont vue à la télévision, un événement joyeux et mémorable. Immédiatement, Ashisu et Izuri commencent à sauter partout dans la pièce, parlant avec enthousiasme de la façon dont cette fête était géniale. Snow promet de les y emmener si elles peuvent redevenir humaines. En entendant cela, les filles soutiennent instantanément le plan de Tanissu et l'encouragent avec une joie débordante. Tanissu regarde le pauvre Snow et lui demande s'il veut venir dehors. Snow lui dit qu'il adorait ça et Tanissu jure de le rendre heureux. Le lendemain, Tanissu emmène ses frères et sœurs au port près de leur île et en choisit quelques-uns pour l'accompagner sur l'île où se trouve le laboratoire afin qu'ils puissent le chercher. Avec prudence et détermination, Suishi décide de rester en arrière pour éviter trop de monde. Tanissu respecte son choix et se dirige vers l'île avec les autres. Il s'amuse un peu avant de fabriquer un bateau gonflable pour atteindre l'autre côté de l'île. Avec une certaine ingéniosité, Suishi rentre chez elle seulement pour découvrir que Tanissu avait la clé depuis le début. Un peu plus tard, Tanissu et son équipe atteignent le site du laboratoire. En chemin vers le bâtiment, il avertit ses frères et sœurs de faire attention aux fonctionnaires du gouvernement qui grouillent sur les lieux, en grand nombre. Cela signifie qu'ils doivent s'introduire discrètement et s'entraider pour ne pas se faire prendre. Dès leur arrivée, Izuri saute par une fenêtre dans une pièce sombre et ouvre la porte pour que ses frères et sœurs puissent entrer.
Tanissu leur dit de se diriger vers la salle de contrôle à côté de la cuisine afin qu'ils puissent vérifier 1 ou 2 moniteurs pour voir ce qui se passe autour du bâtiment avec la plus grande prudence. Ils ignoraient que les caméras et autres équipements de la pièce sombre n'étaient que des capteurs de mouvement attendant de piéger les intrus insouciants. Malgré cela, ils atteignent la salle de contrôle et sont stupéfaits de trouver environ 10 à 12 moniteurs encore en parfait état de fonctionnement, ce qui était une surprise inattendue. Izuri devient curieuse et interroge Tanissu sur les données qui devraient s'y trouver. Tanissu, désirant un peu de temps seul, dit aux filles de retourner dehors et de chercher une voie d'évasion, juste au cas où quelque chose d'étrange se produirait, pour leur sécurité. Pendant ce temps, Suichi, coincé dehors, sent que quelque chose ne va pas et va vérifier. Pendant que tout cela se déroule, Tanissu et ses frères et sœurs se faufilent hors de la salle de contrôle de la cuisine, évitant 2 chercheurs qui se détendent dans le salon pour atteindre leur prochain objectif, avec discrétion. Après avoir échappé aux chercheurs, Tanissu prend un moment pour examiner le plan du bâtiment. Il repère une faille dans le plan et l'explique à ses frères et sœurs afin qu'ils puissent se diriger vers le laboratoire principal et récupérer le reste des données et des médicaments avec une grande précision. Une fois qu'il a fini d'expliquer, ils se dépêchent tous, restant discrets et hors de vue. Il trouve une petite pièce et Tanissu découvre où est caché le coffre-fort des données. Il dit à Izuri de grimper là, haut avec ses pattes d'araignée et de taper le mot de passe pour récupérer la copie papier des fichiers et la lui redescendre, avec agilité et rapidité. Izuri récupère les fichiers mais manque de les faire tomber, ce qui aurait provoqué un incident. Heureusement, Tanissu rattrape les fichiers juste à temps et vérifie que tout est là. Content de ce qu'il a, Tanissu dit à ses frères et sœurs de se préparer à quitter le bâtiment afin qu'ils puissent rentrer chez eux avant l'arrivée du propriétaire, sans encombre. Mais bien sûr, ils rencontrent un problème avec un orage qui fait rage dehors. Ils doivent donc attendre que le temps s'éclaircisse avant de planifier leur évasion. Snow, de retour sous sa forme humaine, se plaint à Tanissu que la foudre perturbe sa capacité à rester longtemps sous forme de chien, ce qui est très frustrant pour lui. Tanissu, un peu effrayé par la nudité de son frère aîné, lui jette des vêtements et pousse un soupir de soulagement. Juste à ce moment-là, Izuri et Ashisu demandent une pause toilette, mais Tanissu leur dit de se retenir jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau dehors, pour des raisons de sécurité et de discrétion. Cela les irrite vraiment, et elles se plaignent d'être des dames à Tanissu. Finalement, le pauvre Tanissu n'a pas d'autre choix que de les laisser faire. Quelques instants plus tard, Tanissu entend 2 chercheurs qui arrivent. Il réfléchit vite et se cache dans les toilettes des femmes avec Izuri et Ashisu. Alors que les chercheurs se rapprochent, Tanissu les entend discuter des précédents chercheurs et de l'originalité de leurs travaux. Soudain, une chasse d'eau retentit, les effrayant un peu. L'un d'eux se demande même s'il y a des fantômes dans la maison, mais l'autre se ressaisit et entre vérifier. Tanissu, les entendant approcher, pousse rapidement Snow et les filles dans une cabine de toilette et la verrouille pour éviter qu'elles ne soient repérées. Heureusement, son plan fonctionne, et les chercheurs s'ennuient et partent après n'avoir rien trouvé. Ensuite, nous voyons Sweetie se détendre devant la maison, fixant la rue, et captant accidentellement les pensées des passants. Soudain, elle capte les pensées du propriétaire, et réalise qu'il est super impatient de rencontrer enfin les enfants dont tout le monde parle. Un instant plus tard, le propriétaire arrive à vélo et trouve Sushi seul à la maison. Il est un peu effrayé alors que des pensées aléatoires lui viennent à l'esprit, que Sushi peut entendre. Finalement, Sushi révèle pourquoi elle était dehors, et le propriétaire sort sa clé de rechange pour ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, il leur prépare du thé et essaie de discuter avec la discrète Sushi. Il a vraiment du mal à maintenir la conversation et commence même à transpirer, mais finalement il prend son courage à 2 mains pour se présenter comme Yukaito, ou Kuma, comme il aime être appelé. Sushi voit à quel point il est nerveux et lui dit de siroter son thé pour se détendre. Kaito suit son conseil et prend une gorgée, ce qui l'aide heureusement à se calmer suffisamment pour arrêter de transpirer. Pour éviter plus de malaise, Sushi se lève et va à la salle de bain pour se rafraîchir. Pendant qu'elle est là, elle prie pour que son petit frère et ses frères et sœurs reviennent sains et saufs afin de ne pas être seule avec le propriétaire. Juste à ce moment, quelque chose la pousse à regarder par la fenêtre, et elle voit ses frères et sœurs rentrer sous la pluie avec un parapluie. Elle leur jette une pierre, ce qui attire leur attention et les fait émettre des bruits étranges que le propriétaire entend. Il se dirige vers la porte d'entrée et invite les frères et sœurs à dîner. Une fois propre et sec, Kaito commande des pizzas et du coca pour le repas. Tanissu et ses frères et sœurs se jettent sur la pizza et l'adorent. Kaito essaie d'engager la conversation, mais Tanissu devient capricieux et fait une scène, reprochant à Kaito de ne pas s'occuper d'eux. Snow dit à Tanissu de se calmer car il est impoli. Mais Tanissu insiste sur le fait que le propriétaire est un homme gentil qui ne leur laissera rien de mal arriver. Cette explosion surprenante prend Snow au dépourvu, et il se demande si c'est à cause de ce qu'ils ont vécu au laboratoire. Il s'avère que Tanissu et ses frères et sœurs ont dû assommer 2 chercheurs pour gagner du temps et s'échapper. Ils ont fait cela en forçant Snow à se transformer en chien pour sortir de la salle de bain et distraire les gardes assez longtemps pour qu'ils neutralisent les chercheurs par derrière. Avant de quitter le bâtiment, Ashisu et Isuri ont écrit un message effrayant sur le mur avec leur sang pour effrayer les chercheurs à leur réveil. Pendant ce temps, Tanissu monte les escaliers pour trouver Snow et le découvre sous forme de chien. Il se souvient soudain de comment les choses étaient quand ils étaient plus jeunes et se sent un peu triste pour Snow. Finalement, il redescend avec Snow pour chercher les filles. Il ignorait qu'Ashisu et Isuri étaient déjà de retour dans leur ancienne chambre à l'étage, regardant de vieilles photos et d'autres choses. Tanissu s'arrête devant leur ancienne salle d'études et est frappé par la nostalgie, alors que de grands souvenirs affluent. Il se sent un peu plus triste que d'habitude et part avant de trop déprimer.
Heureusement pour eux, ce propriétaire est un homme bien. Voyant à quel point les enfants sont impuissants, il les laisse rester avec lui jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. De retour au labo, les deux chercheurs se réveillent et trouvent le message sanglant sur le mur. Cela les effraie et ils quittent discrètement cette partie du bâtiment, la laissant aux fantômes qui ont écrit un message si effrayant. Le lendemain matin, Tanissu se réveille super tard et réalise qu'il a complètement dormi trop longtemps. Il saute du lit et se rafraîchit avant de descendre pour le petit déjeuner. Quand il arrive, il voit tout le monde à table, en train de manger. Izuri prend une bouchée de son pain et l'apprécie vraiment. Les loutres adorent aussi les nouveaux repas. Ils ont bien meilleur goût que les anciens. Cela fait se demander au propriétaire ce que les enfants mangeaient avant. Il prend des nouvelles de Tanissu pour s'assurer qu'il a bien dormi. Tanissu le remercie de leur avoir trouvé un lit, car il dormait par terre depuis un moment, puis il commence à stresser à propos de ce qu'il va faire quand le médicament qu'il a donné à ses frères et sœurs cessera de faire effet dans 24 heures. Il leur a fait prendre la veille, et plus de 12 heures se sont déjà écoulées. Donc il estime qu'il ne lui reste que 12 heures pour trouver un plan, ou en subir les conséquences. Il pense à leur donner une autre dose, mais il ne veut pas que les effets secondaires soient plus intenses avec des doses répétées. Juste au moment où il est sur le point de parler, Kaito intervient et suggère qu'ils aillent tous faire de l'escalade plus tard pour s'amuser. Tanissu pense que c'est une excellente idée puisque les montagnes sont pleines de forêts et d'arbres. Kaito demande à tout le monde ce qu'ils en pensent, espérant de bonnes réactions, mais il est choqué quand Tashisu et Isuri disent toutes deux que c'est à Tanissu, leur plus jeune frère, de décider. Heureusement, Tanissu est partant et leur dit de s'habiller pour qu'ils puissent aller à la montagne dès que possible. Après s'être habillés, Kaito et les enfants partent vers les montagnes. En chemin, Tanissu garde un œil sur tout le monde pour s'assurer qu'ils ne sont pas distraits ou ne se comportent pas bizarrement devant le propriétaire. À un moment donné, Snow commence à avoir des spasmes, mais Tanissu ignore cela pour continuer à discuter avec les autres. Bientôt, leur conversation est interrompue par une bagarre à quelques mètres de là. Tanissu lève les yeux et voit son ami, Sumir, se disputer avec deux petits garçons qui essaient d'écraser une araignée dans sa toile. Il se précipite pour aider Sumir. Malheureusement, les garçons ne bougent pas. Kaito arrive un instant plus tard et essaie de leur faire croire que tuer une araignée est interdit, mais les garçons ne sont pas des tout petits, donc ils ne croient pas à ces astuces minables. L'un des garçons attrape un bâton et le balance vers l'araignée. En un éclair, Snow apparaît et empêche le garçon de la frapper. Izuri arrive aussi, vérifie l'araignée et découvre qu'elle est déjà morte. Elle la ramasse pour la manger, mais Tanissu l'arrête. Izuri laisse tomber l'araignée accidentellement quand trois filles viennent la saluer et complimenter ses cheveux blonds bouclés. Tanissu se sent un peu mal à l'aise et essaie de chasser les filles, mais Ashisu, sa jumelle, dit à Isuri de se réjouir et d'être fière d'elle-même. Izuri sourit aux compliments et donne aux enfants quelques conseils amicaux. Juste à ce moment, le guide les rappelle pour rejoindre le groupe, alors les trois petites filles disent de revoir et se dépêchent de retourner auprès de leur professeur. Après leur départ, Kaito et sa bande continuent de marcher jusqu'à atteindre le sommet d'une des montagnes. Là, ils aperçoivent Sumir et ses camarades avec leur guide et Tanissu lui fait un signe de la main. Snow fait aussi un signe à la petite fille, mais elle est un peu trop timide pour lui rendre son salut. Ensuite, Kaito dit à tout le monde de le suivre jusqu'au moulin à vent pour voir comment l'électricité y est produite, mais Tanissu remarque que l'effet du médicament s'estompe plus vite chez Snow. Craignant qu'il ne se transforme en chien à tout moment, Tanissu demande à Kaito de laisser Snow aller aux toilettes avant qu'il ne fasse de dégâts. Alors Snow reçoit le feu vert et s'élance pour s'occuper de ses affaires. Peu de temps après, Tanissu et Sumir montent au dernier étage du moulin à vent, d'où ils peuvent admirer l'immense forêt à travers l'une des fenêtres. Ils aperçoivent un chien blanc familier qui court et voient un couple graver leur nom dans un arbre pour marquer leur amour. Tanissu et Sumir partagent un bref instant, mais reviennent vite à la réalité. Sumir demande des nouvelles du gars aux cheveux blancs qui a sauvé l'araignée des brutes plus tôt, et Tanissu lui présente Snow, son grand frère. Sumir se perd un peu dans ses rêveries à propos de Snow et finit par ignorer le pauvre Tanissu. Pendant ce temps, Ashisu et Izuri se détendent un niveau au-dessus de leur frère, quand soudain Izuri commence à changer. Sachant ce qui est sur le point d'arriver, Izuri dévale les escaliers et se dirige vers la forêt pour s'éloigner le plus possible des gens. Suishi passe au niveau de Tanissu et le met au courant de la situation d'Izuri. Tanissu dévale le bâtiment et poursuit Izuri dans les bois. Au même moment, Ashisu suit sa sœur jumelle dans la forêt, essayant de l'empêcher de se transformer en ce qu'elle est sur le point de devenir. Mais Izuri est trop paniquée pour laisser quiconque s'approcher et repousse Ashisu pour se protéger. Quand elle n'en peut plus, elle trébuche et commence à se transformer complètement en araignée. En 1 minute environ, Izuri devient une araignée et s'enfonce plus profondément dans la jungle. En chemin, elle rencontre les brutes de tout à l'heure et menace de les manger. Ashisu, d'autre part, se relève et se souvient de tous les bons moments qu'elle a passés avec sa jumelle quand elles étaient plus jeunes et assez similaires à tous égards. Finalement, elle rassemble assez de courage pour affronter sa sœur, espérant donner au garçon le temps de s'échapper. Son plan fonctionne, mais elle se retrouve alors seule avec une araignée de 22 kilos affamée de chair humaine. Que va faire Ashisu maintenant? Sera-t-elle capable de combattre sa sœur comme une ennemie, ou défiera-t-elle le destin et trouvera-t-elle un moyen de sortir de ce pétrin? Avant d'entrer dans les détails, revenons quelques années en arrière pour prendre des nouvelles des jumelles inséparables, Ashisu et Izuri. À l'époque, Izuri avait les cheveux foncés comme ses sœurs,
et elles étaient pratiquement inséparables. Un jour, elles ont appelé leur frère, Snow, pour qu'il les rejoigne pour une partie de cache-cache. Le pauvre Snow, toujours le dindon de la farce, se tenait là, regrettant sa décision, alors qu'il se préparait à trouver les filles. Avançons jusqu'à maintenant, et nous voyons Snow renifler, essayant de capter l'odeur d'Izuri et Ashisu. Tanissu l'accompagnait, s'assurant d'être là quand Snow les trouverait finalement. Pendant ce temps, Ashisu se réveille, son corps tout emmêlé dans des veines et des feuilles. Elle regarde de l'autre côté de la rivière et aperçoit Izuri, toujours sous sa forme d'araignée, la fixant intensément. Pendant qu'Izuri réfléchit à ce qu'elle va faire de l'étrange fille devant elle, nous revenons à cette partie de cache-cache. Juste après avoir été désigné comme le chercheur, Snow s'est transformé en chien et a suivi l'odeur des filles dans la forêt. Il a d'abord trouvé Ashisu, puis est parti à la recherche de sa jumelle. Izuri a essayé de couvrir ses pattes d'araignée avec des feuilles pour faire croire à Snow qu'elle était Ashisu, mais Snow a vu clair dans son déguisement et l'a identifié comme Izuri. Les deux filles étaient choquées, et Izuri a demandé à Snow comment il avait deviné. Snow a répondu froidement qu'il pouvait la sentir à des kilomètres car elles étaient assez différentes. Cela a vraiment irrité Izuri, et elle est rentrée chez elle en grommelant à propos des commentaires froids de Snow. Elle a fait irruption dans une pièce avec sa sœur et a accidentellement renversé l'un des liquides expérimentaux de leurs parents sur ses cheveux. Le liquide a transformé les cheveux d'Izuri en une masse bouclée blonde et sauvage. Les filles ont paniqué et se sont précipitées pour raconter à leurs parents ce qui s'était passé. Leur mère les a rassurées en disant que le liquide changeant les cheveux était inoffensif, mais permanent, donc Izuri ferait mieux de s'habituer à son nouveau look. Ou bien, elle pourrait se faire raser la tête avec sa sœur. Leur père a même envisagé l'idée et a préparé la tondeuse pour leur raser les cheveux. Terrifié à l'idée de perdre leur belle mèche, Izuri a pris sa sœur et a tissé un nid de toile au plafond de l'une des pièces du manoir. Leurs parents ont essayé de les faire descendre pour parler, mais Izuri n'en voulait pas. Elle craignait qu'ils ne la taquinent. Finalement, leurs parents sont partis, laissant les sœurs jumelles se soutenir mutuellement. De retour au présent, Ashisu s'est rapproché de la forme étrange de sa sœur, a plongé une extrémité de ses racines dans la rivière et s'est transformé en un arbre qui a enveloppé Izuri. C'était pour protéger la forêt autour d'eux jusqu'à ce que les effets de ce liquide étrange se dissipent. Quelques minutes plus tard, les deux garçons de tout à l'heure retournent à la civilisation et informent rapidement les adultes de la situation de l'araignée. Kaito et Suichi les entendent et demandent plus de détails. Kaito, s'attendant à ce que Suichi l'accompagne, est surpris quand elle décide de ne pas y aller. Néanmoins, il demande au garçon de lui montrer où cela se passe afin qu'il puisse s'en occuper. Pendant ce temps, Snow et Tanissu parviennent à retrouver leur sœur à l'endroit exact. Tanissu est stupéfait de voir Izuri et Ashisu transformés en un arbre adulte et ne peut résister à l'envie de prélever des échantillons pour sa recherche. Il tourne autour de l'arbre impressionnant, utilisant sa pince à épiler pour recueillir des poils d'araignée et des brindilles. Soudain, l'arbre vacille et s'écrase au sol. Tanissu et Snow, de retour sous leurs formes humaines, regardent les filles et retrouvent leurs états originels, sains et saufs. Ils les habillent rapidement et les regardent s'embrasser, ravis d'avoir traversé une période si difficile. Pendant que les filles célèbrent, Snow dit à Tanissu d'apprécier son don, lui rappelant que les choses auraient pu être bien pires s'il n'avait pas été si intelligent. Cela aide Tanissu à réaliser à quel point il valorise son talent. Peu après, Kaito et les deux garçons les rejoignent pour partager la nouvelle de la grande et méchante araignée. Sur le chemin du retour, Tanissu pense à révéler leur pouvoir à Kaito, espérant qu'il les acceptera pour ce qu'ils sont vraiment. Mais il abandonne l'idée et se concentre sur le fait de rentrer chez eux en toute sécurité. Après avoir passé des heures dans le nid que la petite Izuri avait tissé près du plafond, le petit Snow passe et invite les filles à grignoter avec lui. Cela agace tellement Izuri qu'elle décide de lui donner une leçon. Elle descend de sa toile, capture Snow et l'attache à une chaise dans une pièce sombre éclairée par une seule ampoule. Quand il se réveille, Snow se retrouve les yeux bandés et demande aux filles ce qui se passe. Izuri se cache avec sa sœur dans le coin le plus sombre de la pièce et met Snow au défi de deviner qui parle juste à leur voix. Snow devine facilement que c'est Izuri et lui dit qu'ils ne sont pas si différents après tout. Il lui demande ensuite pourquoi elle veut se rendre, elle et sa sœur, si semblables. Izuri verse quelques larmes et gifle Snow pour sa remarque effrontée. Finalement, Izuri apprend à accepter qu'elle et sa sœur puissent être un peu différentes et que c'est tout à fait normal. Quelques jours après tout ce désordre, les choses commencent à se calmer. Un après-midi, Izuri tombe sur une cachette des drogues qu'ils utilisaient à l'époque pour les rendre humains, et pour aggraver les choses, Tanissu les cachait. Elle en sort un tas et menace de les jeter si Tanissu ne s'en débarrasse pas. Tanissu, réalisant qu'Izuri a fouillé ses affaires, la confronte et promet qu'ils n'auront plus à prendre ces drogues. Il partage aussi son projet secret de modifier les drogues afin qu'ils puissent être humains et totalement normaux pour de bon, lui assurant que l'expérience fonctionnera. Satisfaite des réponses de Tanissu, Izuri lâche les drogues et le laisse faire. Plus tard, Tanissu s'arrête pour penser aux propriétaires et envisage même de révéler leur secret, mais décide qu'il est trop tôt pour le mettre au courant. Comme tout génie le ferait, il se dit qu'il devrait se détendre et observer le propriétaire un peu plus pour voir de quoi il retourne. Le lendemain matin, Kaito se lève tôt et prépare un petit déjeuner pour les enfants. Quand ils se lèvent enfin, ils sont ravis de trouver une table garnie de délicieux plats pour le petit déjeuner. En les servant, Kaito parle des nouveaux meubles qu'il a commandés en ligne pour leur chambre et les enthousiasme sur l'apparence géniale de leur chambre à l'arrivée.
Quand il demande pourquoi il n'est pas allé l'acheter en personne, Kaito explique qu'acheter de gros articles comme des meubles peut être compliqué, surtout en vivant sur une île. Donc, les achats en ligne leur ont grandement facilité les choses. Après avoir entendu tout cela, Snow est confus et demande à Tanissu ce qu'est Internet. Le pauvre Snow, Kaito le remarque et plaisante sur le fait qu'ils ont vécu coupés du monde toute leur vie. Tanissu l'interrompt pour éviter que quoi que ce soit ne s'échappe et se vante de son intelligence. Il y a un peu de silence gênant, mais Kaito le rompt en les invitant à le suivre chez le vendeur de meubles pour récupérer ce qu'il a acheté. Naturellement, les enfants sont tous partants et engloutissent leur nourriture aussi vite qu'ils le peuvent. Après avoir mangé et s'être rafraîchis, ils se dirigent tous vers la ville pour aller chez le vendeur. En chemin, Snow et les autres, sauf Tanissu, sont tous excités par les choses sympas à vendre au marché. Tanissu essaie de les empêcher de s'emballer, mais Kaito lui dit de se détendre et de laisser les enfants profiter. Ensuite, Kaito les emmène au tableau d'affichage public pour montrer des photos des meubles d'occasion qu'il a achetés. Quand il voit à quel point c'est incroyable, Tanissu et ses frères et sœurs sont super excités d'enfin avoir quelque chose de bien. Plus tard, ils s'arrêtent dans un magasin de glace et Kaito leur offre des glaces. Au début, Tanissu refuse sa glace, mais finalement il en prend et continue l'aventure avec les enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le magasin d'occasion. Il rencontre l'employé du magasin qui se trouve être la guide de Sumire de leur excursion en montagne quelques semaines auparavant et s'arrête pour la saluer. La guide demande à Kaito ce qu'il fait avec des enfants qu'il ne connaît pas. Kaito explique mais elle le réprimande pour être trop gentil. Pendant ce temps, Snow s'éloigne dans le magasin et se retrouve entouré de miroirs. Il les fixe et commence à ressentir cette horrible sensation qu'il a juste avant de changer. Juste avant que cela n'arrive, Kaito s'approche de l'employé et demande où il peut trouver les meubles d'occasion. Elle devient un peu curieuse et demande aux enfants pourquoi ils portent des vêtements familiers. Les enfants lui disent qu'ils les ont trouvés dans la poubelle de recyclage, ce qui ne lui plaît pas, et elle réprimande Kaito pour cela. Ensuite, elle dirige Kaito vers le bâtiment du vendeur et il s'y rend immédiatement avec les enfants. Quand ils arrivent, Kaito est choqué de découvrir que tous les meubles sont vendus. Il demande à la vendeuse pourquoi elle a fait ça, et elle lui répond que son commerce fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi, donc elle n'avait pas à lui réserver quoi que ce soit. En entendant cela, Kaito ramène les enfants à la maison. En chemin, il se sent contrarié et s'excuse auprès des enfants d'avoir tout gâché. Au début, les enfants ne comprennent pas, mais finalement, ils élaborent un plan pour remonter le moral de Kaito. Ils l'emmènent à la décharge et l'encouragent à ramasser des pièces de meubles afin qu'il puisse assembler quelque chose une fois rentré. Kaito est confus par ce comportement étrange puisque tout le monde aime généralement les choses neuves, mais il apprécie que les enfants ne veuillent rien gaspiller. Alors, il les aide à rassembler les pièces de meubles et les assemble une fois rentrés. Pendant qu'ils arrangent les nouveaux meubles, Snow éternue un peu, faisant penser à Tanissu qu'il pourrait avoir de la fièvre. Pourtant, Tanissu reste concentré sur l'achèvement de la tâche avant qu'il ne fasse nuit. Une fois terminé, Tanissu se souvient du premier jour où ils ont été amenés à la maison, quand ils s'étaient beaucoup disputés et avaient besoin de se calmer. À l'époque, ils devaient travailler ensemble pour assembler le peu de meubles qu'ils avaient. Maintenant que leur maison est améliorée, ils sont plus heureux que jamais d'avoir une figure adulte pour les guider. Vous vous souvenez du petit éternuement de Snow? Eh bien, les choses ont empiré pour lui. Il a attrapé une vilaine fièvre et s'est retrouvé cloué au lit. Kaito appelle le médecin pour le consulter, mais après quelques jours, le docteur n'a plus de médicaments pour Snow. Il discute avec Kaito et dit qu'il est trop occupé pour aller sur le continent en chercher davantage. Kaito décide de l'accompagner et le médecin cède. Plus tard cette nuit-là, Izuri et ses jumelles commencent à s'inquiéter pour Kaito et leur petit frère. Tanissu descend de la chambre de Snow et révèle à quel point la situation est grave. Pour aggraver les choses, Tanissu leur annonce que les nouveaux médicaments n'arriveront sur l'île qu'en fin de semaine. Il sait qu'il doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Il doit bien y avoir quelqu'un sur l'île capable de les aider à obtenir ces médicaments, il leur faut juste trouver cette personne. Tanissu commence à préparer ses affaires pour la recherche, mais Izuri lui rappelle son sens de l'orientation désastreux. Démoralisé de n'avoir personne, il est surpris quand Izuri et Ashisu décident de le rejoindre, et il est ravi de les avoir avec lui pour cette quête. Ensuite, le trio se prépare et laisse la maison sous la garde de Swishy avant de partir à la recherche de leurs médicaments. Peu après leur départ, Kaito se prépare également à sortir. Avant qu'il ne puisse partir, Swishy lui demande d'utiliser son ordinateur. Kaito hésite d'abord, mais Swishy lit dans ses pensées et promet de ne pas toucher à son dossier Maïs. Embarrassé, Kaito tente d'expliquer qu'il n'utilise ce dossier que pour des affaires scolaires uniquement. Swishy, déjà au courant, le remercie pour son aide et se dirige directement vers sa chambre pour surfer sur le net. Une fois sur les réseaux sociaux, elle demande à la communauté des informations sur un médicament qui pourrait guérir l'endémie. Après avoir reçu une flopée d'insultes de la part des trolls, elle abandonne et retourne à sa table, visiblement découragée. C'est alors qu'elle se met à se souvenir de son temps avec Snow, le seul de ses frères et sœurs qui la comprenait vraiment. Personne ne voulant jouer avec Swishy à cause de ses pouvoirs, elle était toujours seule. Mais Snow, ayant pitié, se transformait en chien pour lui tenir compagnie. Au moins, Swishy aurait du mal à lire dans l'esprit d'un chien, car elle comprenait à peine leur langage. Avec le temps, Snow laissait Sweetie le caresser sous sa forme canine pour qu'elle ne se sente plus si seule. Le simple fait de penser à tout ce que Snow avait fait pour elle la ramène à la réalité, et elle se remet sur l'ordinateur pour continuer ses recherches. Après quelques minutes, quelqu'un intervient enfin et lui parle d'un médicament local de l'île. Swishy se redresse et demande où l'obtenir.
Elle ignorait que le type était un prédateur déguisé. Il lui a demandé dans le chat de confirmer son genre. Suichi a pensé à mentir, mais a décidé de dire la vérité. Elle est une femme. Quand le prédateur a découvert qu'elle était une fille, il a laissé tomber son numéro et a voulu la rencontrer avant de lui remettre le médicament. Suichi a utilisé ses pouvoirs pour capter ses pensées glauques, mais elle l'a repoussé et a trouvé un autre contact qui pourrait lui donner les médicaments si elle allait les chercher elle-même. Désespérée, elle a éteint son ordinateur et est partie chercher le médicament. Elle s'est arrêtée dans un café voisin pour un café instantané et attendre son contact. Peu après, la guide touristique de Sumira est apparue et s'est assise près d'elle. Suichi, curieuse, lui a demandé comment elle savait que c'était elle. La dame n'a pas répondu, affichant un sourire suffisant comme pour la provoquer. Fatiguée de ses jeux, Suichi a directement demandé l'emplacement du médicament. Avant de tout révéler, la dame l'a défié de deviner ses pensées. Suichi a essayé de lire son esprit mais a réalisé que c'était bien plus dur que prévu, ce qui l'a effrayée. Elle s'est levée, prête à partir, mais la guide l'a arrêtée et lui a remis le médicament. Suichi s'est calmé et a discuté un peu avec elle. La dame a révélé son identité et a félicité Suichi d'avoir risqué sa tranquillité pour son frère. Elle a dit que Snow irait bien en quelques jours s'il prenait les médicaments et respectait la posologie. Avant de partir, Suichi a dit à la guide qu'ils avaient tous besoin les uns des autres pour survivre. La guide a souri et lui a souhaité le meilleur. Plus tard cette nuit-là, Snow s'est réveillé dans son lit, se contractant comme un zombie. Incapable de parler ou d'appeler à l'aide, il est resté là, fixant le plafond jusqu'à l'épuisement. Quelques heures plus tard, Tanishu et ses frères et sœurs rentrent avec le médicament pour Snow. Ils montent voir leur frère aîné mais trouvent sa chambre vide. Confuse, Suichi utilise ses pouvoirs pour scanner la zone, espérant capter un signal de Snow. Mais il n'y a rien. Tanishu, effrayé, s'élance hors de la maison pour chercher Snow. Pendant ce temps, Snow, transformé en chien zombie, traque un homme ivre qui titube en rentrant chez lui au cœur de la nuit. Il attend le moment parfait où l'homme est le plus vulnérable avant d'agir. Heureusement pour l'homme ivre, une partie de son cerveau fonctionne encore. Il aperçoit le chien zombie et s'enfuit en courant comme un fou, hurlant à l'aide. En ville, Tanishu et ses frères et sœurs montrent des photos de Snow, demandant s'ils l'ont vu plus tôt. Malheureusement, personne n'a vu l'enfant aux cheveux blancs. Le cœur brisé, Tanishu pense à fouiller la forêt, l'endroit le plus probable pour Snow. Au même moment, l'homme ivre rencontre Sumire en essayant d'échapper à Snow, le chien zombie. Elle s'inquiète et demande si elle peut aider, mais le type la repousse et continue de courir. Juste à ce moment, le chien zombie la rattrape et lui saute dessus. Pendant ce temps, Tanishu sprinte à travers la forêt aussi vite que possible, tentant d'atteindre Snow avant qu'il ne blesse quelqu'un. Sur son chemin, il rencontre un chat noir qui semble vouloir l'attaquer. Heureusement, le chat n'est pas prêt à agir car la pluie rend la tâche difficile. Tanishu ignore le chat et continue de courir vers Snow. Un peu plus loin, Snow lutte contre son zombie intérieur, cherchant à redevenir humain. Sumira voit son tourment et propose son aide, mais Snow n'est pas prêt à mettre une petite fille en danger. Il sent le chien zombie reprendre le contrôle, alors il s'enfuit dans la forêt pour se cacher de la civilisation, mais Sumira le suit. Elle le trouve évanoui au milieu de nulle part et essaie de s'approcher pour l'aider. Malheureusement, elle trébuche sur un ravin et tombe dans la fosse. Snow entend ses cris, se relève et fait un saut de la foi pour la sauver. Heureusement, son plan fonctionne, et Sumire est saine et sauve. Malgré tout, Snow a du mal à se maîtriser. Il s'éloigne pour lui chercher un parapluie afin de la protéger de la pluie, puis se précipite dans les buissons pour se calmer. Quelques instants plus tard, Snow revient vers Sumire en tant qu'humain normal. Pour l'aider, même sans connaître son identité, Sumire laisse Snow reposer sa tête sur ses genoux pendant qu'ils se détendent sous un banc extérieur éclairé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tanishu était déjà là quelques minutes plus tôt et voyait son grand frère sur les genoux de Sumire. Il reste en retrait et observe attentivement tandis que Sumire se penche pour embrasser Snow profondément endormi. Incapable de supporter, Tanishu s'enfuit dans la direction opposée, pleurant doucement car il vient de vivre son premier chagrin d'amour. Snow entend quelqu'un courir et se réveille aussitôt pour voir qui c'est, mais ne voit personne. Quand Tanishu rentre, il s'effondre sur le sol, essayant de se convaincre que Sumire n'est pas amoureuse de son grand frère. Mais alors son côté sombre surgit dans son esprit, lui disant d'arrêter de vouloir que ses frères et sœurs rentrent dans un moule parfait. Cette voix appelle Tanishu, son double, un échec incapable de conquérir la fille de ses rêves. D'ailleurs, qui voudrait sortir ou épouser un monstre? Tsumeri? Il en doute. Tanishu reste assis, souhaitant que le gars qui lui ressemble mente. Il sait une chose, Tsumere est amoureuse de Snow. Tanishu n'arrive toujours pas à accepter cela, luttant pour garder la tête froide. La voix dans sa tête le nargue, le forçant à choisir entre vivre sa meilleure vie et tout sacrifier pour sa famille de monstres. Tani se roule par terre, suppliant la voix de le laisser tranquille. Quand il se libère enfin de cette voix horrible, il descend, seulement pour réaliser qu'il a passé la nuit à se tordre de douleur à l'idée de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé. Tanishu reste allongé sur le sol, épuisé et confus, tandis que la pièce semble s'estomper en blanc à ses yeux.
Après avoir observé la pièce blanche, Tanisu trouve finalement une place sur le canapé. Juste à ce moment, il aperçoit Snow essayant d'attraper quelque chose sur l'étagère de la télévision et l'ignore. Il regarde autour de la maison et voit des images fantomatiques de ses frères et sœurs s'amusant lors d'un concours de cuisine. Ces images ne cessent d'apparaître, et Tanisu se souvient du premier jour où ils ont emménagé ici. C'était un jour comme les autres, mais Izuri faisait sa difficile sur l'endroit où dormir, très exigeante. Après beaucoup de persuasion de ses frères et sœurs, elle accepte finalement de dormir dans la même pièce qu'eux. Pourtant, elle se plaint de la nudité de la pièce et souhaite plus de meubles. Un jour, en allant en ville, Izuri aperçoit un insecte sur le mur et essaie de l'attraper. Ashisu panique et l'arrête, ce qui plonge tout le monde dans la panique. Izuri écoute sa jumelle et continue d'explorer la ville avec Tanisu. Pour prolonger le plaisir, Tanisu emmène ses frères et sœurs au parc local pour jouer. Snow voit des chiens courir avec des balles et veut immédiatement se joindre à eux. Heureusement, Tanisu parvient à l'arrêter avant qu'il ne s'élance. Peu après, Tanisu emmène ses frères et sœurs dans une librairie et leur achète des sucettes glacées à savourer avant qu'elles ne fondent. Swishy en prend une bouchée et adore la saveur. Après cela, Tanisu les conduit dans une autre partie de la ville pour explorer jusqu'à la nuit. De retour au présent, Sumire trouve Tanisu assis seul et l'air abattu. Elle a de la peine pour lui et s'approche pour lui poser des questions sur son frère. Tanisu, déçu, reste silencieux tandis que Sumire l'incite à parler de son frère. Quand il n'en peut plus, Tanisu admet n'avoir aucune idée. Sumire demande s'ils se sont disputés et Tanisu se confie sur tout, y compris son mensonge sur son nom. Il est Tanisu, pas Kanisu. Il partage aussi sa dispute avec les autres frères et sœurs et souhaite que les choses ne soient pas si tendues. Après l'avoir écouté, Sumire lui pardonne d'avoir menti et lui dit d'aller parler à ses frères et sœurs pour arranger les choses et retrouver une vie normale. Tanisu prend son conseil à cœur et rassemble le courage de rentrer chez lui pour parler à ses frères et sœurs. Quand il arrive, il ouvre la porte et entend leur voix. Tanisu se précipite seulement pour être frappé par la déception face au vide et à l'obscurité de la pièce. Les larmes coulant sur son visage, il commence à reconsidérer ses choix de vie. Il ouvre un tiroir et trouve quelque chose qui lui rappelle une dispute avec Izuri quand il s'était faufilé dans le labo pour prendre des drogues et du matériel de recherche. Cette nuit-là, Tanisu a essayé de convaincre Izuri de ne pas rester au labo car c'était dangereux, mais son entêtement a pris le dessus. Il a fini par lui donner une clé du labo et de certaines pièces importantes au cas où elle penserait à y retourner. Se souvenant de cela, Tanisu vérifie l'endroit où Izuri gardait la clé qu'il lui avait donnée, mais c'est vide. Cela ne peut signifier qu'une chose, Izuri et les autres sont en route pour l'île. Sans hésiter, Tanisu se précipite au magasin voisin et supplie le commerçant de lui prêter un bateau pour l'autre île. Mais, déception pour lui, le commerçant n'est qu'un instituteur et n'a pas l'influence pour procurer un bateau à Tanisu. Tanisu, qui n'est pas stupide, fait le rapprochement et trouve quelques raisons pour lesquelles ce même professeur de lycée pourrait avoir accès à un bateau qu'il pourrait utiliser. La professeure le félicite pour sa réflexion, mais lui annonce qu'elle ne peut pas laisser un enfant comme lui prendre la mer, même si son raisonnement est logique. Au lieu de cela, elle pense à appeler la police. Sachant que la police n'aidera pas, Tanisu l'arrête et commence à réfléchir à son prochain mouvement. La professeure essaie de le faire parler, mais Tanisu n'est pas encore prêt à partager tous ses secrets. Pourtant, il lui dit que s'il ne les atteint pas à temps, il pourrait perdre sa chance de tout arranger avec eux pour toujours. En entendant cela, la professeure prend des imperméables pour eux, afin de rester au sec sous la pluie. Ensuite, elle monte sur son vélo avec Tanisu pour se diriger vers la plage, prendre un bateau et traverser l'océan jusqu'à l'autre île. En chemin, la professeure, qui se présente comme Wei, et Tanisu trouvent Kaito et le mettent au courant. Même si Kaito est un peu peureux et pleurnichard, il trouve du courage et décide de rejoindre Wei et Tanisu pour aider à sauver Izuri, Ashisu, Snow et Swishy. Wei navigue habilement sur les vagues agitées pour maintenir le bateau stable et sûr. Une fois les choses calmées, Kaito a un moment en tête-à-tête avec Tanisu et écoute ce qu'il a à dire. Tanisu commence en demandant à Kaito pourquoi il l'aide, surtout qu'il a l'impression de ne pas pouvoir gérer les choses seul. Kaito le rassure disant qu'il considère Tanisu et ses frères et sœurs comme sa propre famille, même sans lien de sang. En entendant cela, Tanisu réalise qu'il peut faire confiance à Kaito. Il reste silencieux pendant le reste du trajet jusqu'à ce qu'ils atteignent l'île où se trouve le laboratoire. Tanisu aperçoit le bateau de ses frères et sœurs et se précipite pour le vérifier. Kaito, cependant, le retient et l'encourage à aller trouver sa famille. Tanisu s'élance immédiatement plus profondément dans la forêt pour chercher ses frères et sœurs. Une fois parti, Wei demande à Kaito pourquoi il ne suit pas Tanisu, et il répond qu'il lui fait confiance pour faire ce qu'il faut. Pendant ce temps, Tanisu utilise toute son intelligence pour retrouver son frère et ses sœurs jusqu'à une falaise. Incapable de sauter par-dessus la falaise, il attache une liane à ses pieds et descend. À mi-chemin, il glisse et tombe au sol mais parvient à se relever et continue de courir vers le laboratoire. Quand il est fatigué, il crie le nom de Snow et les rattrape en un rien de temps. Face à face, Tanisu demande à ses frères et sœurs pourquoi ils l'ont laissé seul en ville. Izuri et Ashisu expliquent les dangers de le garder. Outre la discrimination des gens qui ne comprennent pas, il y a un risque qu'il se transforme en monstre et attaque leur petit frère.
Mais Tanisu ne se soucie de rien de tout cela. Tout ce qu'il veut, c'est que sa famille soit à nouveau unie et qu'ils affrontent leurs difficultés ensemble. Il devient ému et demande à Snow ce qu'il pense de tout ce qu'il a fait pour eux. Snow se transforme en homme-loup pour clarifier son point. Les monstres sont mauvais pour les humains et on ne sait ce qui pourrait arriver si leurs identités étaient révélées. Pourtant, Tanisu tient bon. Il leur dit de croire en la mince chance qu'ils ont de survivre. Il confronte même son frère aîné, lui demandant pourquoi il agit toujours égoïstement et l'ignore chaque fois qu'ils ont quelque chose de spécial à faire. Snow détourne le regard, essayant de prendre ses distances tandis que Tanisu s'accroche à sa chemise. Finalement, il laisse Tanisu avec Aisuri et Ashisu. Avant de lâcher prise, Tanisu demande en larmes à Snow de partager comment il veut vraiment vivre. Snow, déjà les yeux embués, fixe la nuit pluvieuse et crie son vrai souhait. Vivre avec Tanisu et le reste de leur famille sans problème. Avec cela, la famille Frankenstein retrouve son état normal. Quelques nuits plus tard, tout le monde se rassemble autour de la table ronde pour savourer un grand dîner préparé par Kaito. Il se jette dessus et s'assure de savourer chaque bouchée en quelques minutes. Même Snow a du mal à rester humain vu la saveur du plat. Une fois qu'ils ont fini de manger, Tanisu attire leur attention et leur demande leur avis sur sa prochaine étape. Il veut savoir s'il doit parler à Kaito de leur famille. Avant qu'il ne puisse répondre, Kaito apparaît et demande ce qu'il lui cache. Presque instantanément, les frères et sœurs se taisent, confus. Quand Kaito commence à divaguer, Tanisu intervient et lui dit qu'ils veulent parler de leur famille. En entendant cela, l'esprit de Kaito s'emballe dans un tas de pensées aléatoires sur quelqu'un qu'il appelle Yu. Suishi, qui a lu dans ses pensées tout ce temps, en a assez et est agacé qu'il mentionne Yu tout le temps. Finalement, elle le fait taire et lui dit d'arrêter de penser à Yu pour toujours,